Ma sœur a simulé une grossesse, pendant des mois, et prévoyait de voler le bébé, d'une jeune mère. J'ai utilisé des preuves, pour m'assurer, qu'elle ne puisse pas échapper aux conséquences. Ma sœur a simulé une grossesse, pendant des mois, et prévoyait de voler le bébé d'une mère. J'ai utilisé des preuves, pour m'assurer, qu'elle ne puisse pas échapper aux conséquences. Elle m'avait appelé avec enthousiasme, ce matin-là, au sujet de la fête, mais n'y est pas allée. À 7 mois de grossesse présumée, Ethan, son petit ami perplexe, est arrivé seul. Elle était partie la première. Il a affirmé qu'elle me rejoindrait, après avoir récupéré quelques affaires. Son téléphone tombait sur la messagerie, lorsque nous l'avons appelé. Ma mère était inquiète, quand Ethan et moi sommes retournés à leur appartement. Au bout de 3 heures. Lorsque la porte s'est ouverte, Chloé n'était plus là, mais son sac à main était sur le comptoir. Elle avait disparu. Ethan faisait les 100 pas, et disait que sa grossesse la fatiguait. Donc qu'elle ne disparaîtrait pas ainsi. Je les ai trouvés dans son placard, pendant qu'Ethan examinait la salle de bain. Des coussins couleur chair, étiquetés, 5 mois, munis de sangles, et de différentes tailles. Les sortir de là, m'a engourdi les mains. Tu vois ça, Ethan, ai-je appelé. Il a aperçu les faux ventres de femmes enceintes, depuis le pas de la porte. Elle simule sa grossesse, ai-je fait remarquer. Ethan se souvenait d'elle, lors de ses rendez-vous. Je l'emmenais à ses rendez-vous. Elle me faisait régulièrement attendre, dans la voiture. Trop anxieuse, disait-elle toujours. J'ai volé l'ordinateur portable de Chloé, pendant qu'il assimilait la nouvelle. Son historique de recherche m'a effrayé, symptômes, croissance du ventre. Et photographie d'échographie, pour fausse grossesse. Après avoir regardé la télé, Ethan s'est lourdement assis sur le lit. Mais pourquoi? Nous ne voulions pas de bébé, alors pourquoi elle, oui? Rien ne garantissait que nous l'aurions gardée. Trouvons-la. Nous avons besoin de réponses. Elle s'est enfuie. Aujourd'hui. Ethan a continué de répondre à des appels étranges, à l'extérieur. Bien qu'elle ait affirmé qu'il s'agissait du cabinet médical, elle semblait agitée. Comme j'étais sur son forfait familial, j'ai examiné ses relevés téléphoniques, en ligne. Ce numéro n'arrêtait pas d'appeler, mais Google ne parvenait pas à le trouver. L'unité psychiatrique de l'hôpital de Riverside a été révélée, en faisant une recherche inversée. Pourquoi le service psychiatrique l'a-t-elle appelé, a demandé Ethan. Il a recommandé que nous cherchions Chloé, sur le chemin de l'hôpital. Nous avons été arrêtés, par des infirmières. Elle suit nos cours prénataux? Ce sont pour les patientes inscrites. Ces questions mettaient les autres mères mal à l'aise. Alors nous lui avons demandé de partir, hier. L'infirmière a montré des images de surveillance du parking, montrant Chloé en train de suivre une adolescente. Elle ciblait cette femme solitaire. Pendant qu'Ethan appelait les amis de Chloé, j'ai exploré l'appartement. Des tenues d'hôpital, et de fausses cartes d'identité se trouvaient sous l'évier de la salle de bain. La photo de Sophia Ward était vierge. Le tiroir à ordures de la cuisine contenait des reçus de lait maternisé, de couches et d'un siège auto, datant du mois dernier. Je présumais qu'elle kidnapperait un nourrisson malade. Sous le nom de Sophia Ward, Chloé avait consulté des annonces immobilières dans l'Oregon et sauvegardé des locations sur son iPad, caché sous le canapé. Les candidates incluaient une femme célibataire, prenant un nouveau départ avec un bébé. Le jour du déménagement était prévu dans 3 jours. Je m'attendais à ce qu'elle kidnappe, et disparaisse, avec un enfant. Ethan a frissonné. Un SMS étrange est arrivé, sur mon téléphone. On y voyait Chloé, en compagnie d'autres personnes. Dans une station-service située à 2 heures de là. Quelqu'un portait une tenue d'hôpital, et une casquette de baseball. Qui est-ce? S'il te plaît, montre-le à Ethan. Aucune idée. Vérifie l'horodatage. Ça a été pris il y a 1 heure, a-t-il dit. Alors que nous nous rendions à la station-service, Ethan vérifiait son téléphone. Comme si c'était sa dernière chance. Le caissier de la station-service
se souvenait de Chloé. Ses achats comprenaient du lait en poudre, des biberons, et des couvertures. Une amie avait tout acheté. Incapable d'identifier l'accompagnante, le caissier a précisé qu'elle était restée dans la voiture. Quelque chose m'a figé, dans le parking. Un bracelet de maternité était là. La date du jour, un numéro de patiente, mais pas de nom. J'ai dit, c'est récent. Quelqu'un a accouché, aujourd'hui. Ethan a examiné le bracelet. Il a suggéré d'appeler la police. Mais il l'a jeté à la poubelle, au lieu de monter dans la voiture. Tu as fait ça, pourquoi, ai-je demandé. Il s'est simplement touché les cheveux. Aucune idée. J'ai paniqué. Les flics ne doivent pas penser que Chloé a blessé une mère. J'ai découvert ce que j'avais raté, toute la journée. Des SMS non lus faisaient vibrer le téléphone d'Ethan. J'avais trouvé des tenues d'hôpital et des papiers d'identité dans la salle de bain de l'appartement, mais lui, n'avait rien trouvé. Il nous a conseillé de partir, au lieu de discuter des images de vidéosurveillance avec la sécurité. J'ai chuchoté, le pouls battant à tout rompre, Ethan, étais-tu impliqué? Ses mains tremblent, alors qu'il recule contre sa voiture. Les lumières du parking lui donnent un teint malade, et jaunâtre. Il a du mal à déverrouiller son téléphone. Pendant qu'il attend, les messages de Chloé remontent sur plusieurs semaines. Je me sens mal à l'aise, en les parcourant. Chloé insiste, sur le fait de protéger les enfants, des mères indignes. Prendre ce qui t'appartient, est mal, demande Chloé à Ethan. Elle a dit, qu'elle n'avait qu'une seule chance d'être mère. Ethan prétend que les hormones de grossesse la rendaient folle. Il ne s'attendait pas du tout, à son comportement. J'enregistre chaque appel téléphonique, avant qu'il ne change d'avis, car je me méfie de lui. Mes mains tremblantes ont failli faire tomber mon téléphone 2 fois. Je contacte l'inspectrice Laura Davis, après avoir obtenu son numéro à l'hôpital. Elle répond à la 2e sonnerie, et je lui dis où nous sommes, et ce que nous avons découvert. Je dois verrouiller ma voiture, alors qu'elle approche. J'ai vu Ethan, à travers la vitre de ma voiture. La tête entre les mains, il est assis sur le trottoir. L'inspectrice Davis et 2 véhicules de police se sont garés 20 minutes plus tard. Elle sort, vêtue d'un pantalon et d'une veste, comme si elle était chez elle, quand j'ai téléphoné. Elle sort des gants de sa poche. La poubelle. Elle retire le bracelet d'hôpital, avec 2 doigts. Après l'avoir inspecté sous la lumière, elle le place dans un sac en plastique. Fourni par un autre inspecteur. Elle s'approche d'Ethan, pour l'observer. Bien que je ne l'entende pas, Ethan lève les yeux, et place ses mains dans le dos. Sans qu'on le lui demande. Il se lève, et les flics l'escortent vers une voiture. L'inspectrice Laura Davis tape, sur la vitre de mon véhicule. Elle me dit de les suivre au poste, après que j'ai baissé la vitre. Le trajet de 30 minutes, me pousse à observer sans cesse la voiture de police. Avec Ethan à l'intérieur. L'inspectrice Laura Davis me conduit dans une petite pièce du poste, avec une table et 2 chaises. Son verre d'eau est en face de moi. Elle veut que je reprenne depuis le début, et que je me confesse. J'ai passé 2 heures à détailler la découverte des faux ventres dans le placard de Chloé. L'historique de recherche sur l'ordinateur, les appels du service psychiatrique. L'infirmière nous montrant les images où elle suit cette adolescente. Les tenues et le faux badge sous le lavabo, la demande de location dans l'Oregon. Le SMS anonyme avec sa photo. Le caissier de la station-service qui se souvenait de ses achats pour bébé. Et le bracelet d'hôpital dans le parking. Lui, avait préféré partir, plutôt que d'interroger la sécurité. L'inspectrice Laura Davis prend des notes, sans m'interrompre. Après que j'ai terminé, elle me regarde, et dit qu'elle comprend à quel point c'est difficile. Elle dit que dénoncer sa propre sœur demande du courage. Mon courage est fragile. Je suis malade, effrayé, et seul. L'inspectrice Laura Davis remet le bracelet d'hôpital, dans son sac à preuves. Les lumières vives du poste m'aident à voir clair. Le numéro de patiente, et le tampon avec la date du matin, sont bien là.
L'inspectrice Laura Davis téléphone, pendant que je vérifie le bracelet. En parlant à un professionnel de la santé, elle prend des notes. Après avoir raccroché, elle affirme que le numéro de patiente appartient à une jeune fille de 17 ans, qui a accouché à 8h30 ce matin. L'hôpital a déclaré qu'un bracelet provenant d'un chariot de fourniture, près de la maternité, a disparu vers 9h. Savoir Chloé près d'un nouveau-né, me rend anxieuse. Dans une autre pièce, Ethan et l'inspectrice Laura Davis discutent. Je l'attends pendant environ 1 heure. Elle s'assoit, et m'annonce qu'Ethan était au courant de la fausse grossesse. Depuis le 5e mois. Il avait repéré des faux ventres dans le placard de Chloé, en cherchant quelque chose. Chloé l'avait supplié, de ne rien révéler. Elle avait juré détermination et action. Ethan avait accepté, par peur et par humiliation. L'expression de l'inspectrice Laura Davis montre ce qu'elle pense, de ses décisions. En le tournant, elle révèle son ordinateur portable. Des images récentes de la sécurité de l'hôpital. Heure, 9h47. Elle porte la même tenue d'hôpital, dans le couloir de la maternité, et dans son appartement. Elle examine le poste des infirmières. Chloé s'empare d'un chariot d'infirmières, qui passait par là. Lorsque quelqu'un tourne le coin, Chloé recule. L'inspectrice Laura Davis repasse la vidéo de ma sœur, en train de préparer l'enlèvement d'un bébé. Ces images ont confirmé nos pires craintes. L'inspectrice Laura Davis me laisse utiliser mon téléphone. Maman me demande immédiatement si j'ai retrouvé Chloé, lorsque j'appelle. Je dois tout lui dire. Les images de l'hôpital, la fausse grossesse, les plans pour voler l'enfant d'une adolescente. Maman doute de moi, au début. Elle dit que Chloé ne ferait jamais une chose pareille. Elle s'arrête de parler, quand je lui explique les faux ventres étiquetés par moi. Et la vidéo de surveillance de Chloé à la maternité, ce matin. Au téléphone, j'entends sa respiration. Je suis incapable de lui répondre. Où est-elle maintenant? L'inspectrice Laura Davis prend l'appel de maman. Elle lance un avis de recherche pour le véhicule de Chloé. Toutes les maternités des hôpitaux reçoivent ces alertes dans les 2h30. Elle suggère que Chloé pourrait essayer un autre hôpital, si elle est désespérée d'être mère. La trouver, avant qu'elle ne s'en prenne à une autre mère sans défense. Tout semble étrange, quand ma propre sœur est qualifiée de menace, pour les mamans vulnérables. L'inspectrice Laura Davis raccroche, et appelle de nouveau. Ses conversations avec la police, et la sécurité de l'hôpital, résonnent. Je réalise que ma sœur fait l'objet d'une enquête policière. Cela va bien au-delà d'un simple drame familial. Un crime est en cours d'investigation. L'inspectrice Laura Davis me laisse partir, vers minuit. D'autres personnes interrogent Ethan, plus en profondeur. Elle s'attend à des accusations d'entrave, et potentiellement plus, en fonction des preuves. Ethan ne m'intéresse plus. Attraper Chloé, avant qu'elle ne fasse du mal. Je conduis chez maman, pour éviter mon appartement vide. Maman est dans le salon plongé dans le noir, quand j'entre. Toutes les décorations de la baby shower, de ce matin, sont encore là. Les banderoles roses et bleues, accrochées au plafond. La bannière de félicitations. Les ballons attachés aux chaises. Personne n'a ouvert les cadeaux, sur la table. Maman est assise au milieu, le regard vide. Le temps passe, avant que nous ne parlions, sur le canapé. Maman finit par se lever, et va chercher 3 albums photos. Ainsi qu'une boîte à chaussures remplie de photos en vrac, dans sa chambre. Nous les étalons sur la table basse, pour découvrir ce qui nous a échappé. Le parcours de Chloé. Il y a des photos d'enfance de Chloé. Chloé au lycée. Chloé lors des réunions de famille. Maman me montre une photo de l'année dernière. Olivia avait invité Chloé, à un barbecue. L'annonce de la grossesse d'Olivia avait réjoui tout le monde. Maman regarde la photo, et dit « Olivia a perdu son bébé à 12 semaines. » Chloé pensait que cela prouvait que certaines personnes devaient être mères. Que Olivia méritait une autre chance. Nous pensions qu'elle aidait. Mais maintenant,
tout semble si différent. Maman découvre d'autres images plus anciennes de Chloé, où elle paraît très sérieuse. Elle voit les photos de l'échographie d'Olivia, parmi elles. Maman recommence à sangloter, alors je lui tiens la main, tout en regardant les photos. Nous abandonnons, et allons nous coucher vers 3 heures du matin. Mais je reste assise sur le canapé de maman, à fixer le plafond, me demandant à quel moment ma sœur a changé. À 7h30, l'inspectrice Laura Davis appelle. La voiture de Chloé se trouvait à 55 km au nord, près d'un hôtel. Les officiers sont arrivés rapidement, mais Chloé avait déjà quitté les lieux. Elle posait souvent des questions sur la région, et en particulier sur les maternités. Selon le personnel de la réception. Comme mes mains qui tiennent le téléphone sont engourdies, je m'assieds sur le bord du canapé. L'inspectrice Laura Davis a déclaré que la police examinait les caméras de sécurité de l'hôtel et de la station-service pour retracer l'emploi du temps de Chloé. On me demande de venir fouiller son appartement, désormais scène de crime, dans 1 heure. Je réveille maman, et lui parle de l'appel. Elle hoche la tête, épuisée et effrayée. Un ruban jaune recouvre la porte de l'appartement, où je retrouve l'inspectrice Laura Davis. Maintenant, elle porte des gants, des sacs à preuves, et un appareil photo. L'inspectrice Laura Davis vide doucement le tiroir de la table de chevet de la chambre. Parmi de vieux magazines, se trouve un carnet noir à spirale. Elle l'ouvre, sur des pages manuscrites. C'est l'écriture de Chloé. La première entrée date d'il y a 5 mois. Des notes accompagnent le rapport de Chloé sur les femmes enceintes de la ville. Olivia, qui faisait toujours ses courses avec son conjoint, en août. Jennifer, dans le café, en septembre. Très épuisée. Lily, à l'arrêt de bus en novembre, toujours seule. Les détails sont inclus, dans les notes des pages. L'emploi du temps de Lily. Le bus qui l'amène à la porte de l'hôpital, est le numéro 7. L'inspectrice Laura Davis prend en photo chaque page, pendant que j'essaie de ne pas vomir. Il y a 4 semaines, Chloé a écrit quelque chose d'effrayant. Elle compare les femmes, pour choisir le meilleur bébé. Elle écrit sur les mauvaises mères. Sur les jeunes femmes, tombées enceintes par accident, qui n'apprécient pas leurs dons. La solitude de Lily, sa peur, et son impuissance l'attirent. Cette page est photographiée, par l'inspectrice Laura Davis, sous plusieurs angles. Mes jambes flanchent, alors je m'assois par terre. Au-delà de la maladie mentale, c'était calculé. Un acte de prédatrice. Chloé a choisi un bébé, après des mois de recherche sur ces femmes. Le contact de la main de l'inspectrice Laura Davis sur mon épaule, et sa question, me mettent mal à l'aise. Rien ne va bien. La police découvre un téléphone, sous les chaussettes de Chloé, dans le tiroir de la commode. L'écran cassé, d'un téléphone jetable bon marché. Elle ne garde que 3 contacts, lorsqu'on l'allume, à propriété, fourniture. L'inspectrice Laura Davis ordonne à son partenaire, de réclamer les relevés téléphoniques. Je secoue la tête, quand elle me questionne sur les contacts. Le « A » pourrait être n'importe qui. La propriété de l'Oregon, et peut-être le propriétaire. Le magasin pour bébé où Chloé a tout acheté, pourrait être les fournitures. Nous entrons dans le placard, après que l'inspectrice Laura Davis a retiré le téléphone. Comme pièce à conviction. Ce journal, où Chloé observe Lily, me hante depuis des mois. L'inspectrice Laura Davis répond à son téléphone, dans le couloir. J'entends sa voix, mais pas ses mots. Son regard s'est intensifié. L'hôpital a appelé. Lily a prévenu la sécurité ce matin, qu'une femme ressemblant à Chloé l'avait approchée dans le parking, hier après-midi. Elle insistait, pour lui poser des questions sur la date de son terme, le soutien de sa famille. Et sa peur d'accoucher seule. Après la plainte de Lily, la sécurité a récupéré la vidéo. Si Lily n'avait pas signalé Chloé, et s'était fiée à sa gentillesse, elle aurait pu assister à l'accouchement. Lily a protégé son enfant, en suivant son intuition, déclare l'inspectrice Laura Davis. L'inspectrice Laura Davis rencontre Lily au poste, pendant 2 heures.
Elle veut que Lily confirme l'approche de Chloé. Lily a 17 ans, par conséquent, une assistante sociale sera présente. La situation est déjà assez difficile, pour qu'elle ne soit pas laissée seule. Je rentre chez moi en voiture, pour me doucher, me changer. Et raconter à maman ce que nous avons trouvé. Elle est assise à la table de la cuisine, sa tasse de café entre les deux mains, parlant très peu. Je pars pour le poste de police, pendant qu'elle reste assise. Je rencontre l'assistante sociale Emily Carter, dans le hall. Et nous entrons dans une minuscule salle de conférence. Lily est assise sur une chaise, les mains posées sur son ventre de femme enceinte. Elle a l'air effrayée, et si jeune. Une queue de cheval noir, et un pull du lycée central. Je montre à Lily la photo de Chloé sur mon téléphone, après les présentations d'Emily Carter. Lily hoche rapidement la tête, et pâlit. Elle affirme que cette femme a assisté à ses examens prénataux pendant 6 semaines. Elle disait constamment que c'était une coïncidence et qu'elle avait rendez-vous à la même heure. Elle vit dans un foyer de groupe après que sa famille l'a mise à la porte. Lorsqu'elle est tombée enceinte. À 3 semaines de son terme, elle a peur. Lily raconte que Chloé était toujours gentille et lui donnait des conseils sur la grossesse. Chloé devait assister à l'accouchement solitaire de Lily, en tant que coach de naissance. Lily avait envisagé cette option, puisqu'elle ne voulait pas accoucher seule. Cependant, Chloé a commencé à poser des questions étranges, sur la sécurité de l'hôpital. Les caméras aux portes, et les rondes des infirmières. L'anxiété a poussé Lily à cesser de répondre aux SMS de Chloé. Lily s'est sentie troublée, lorsque Chloé lui a demandé, dans le parking hier, quand était prévu l'accouchement, et dans quel hôpital elle se rendrait. Emily Carter considère cela comme une tactique classique. Les fausses soignantes gagnant la confiance de jeunes mères, sans soutien familial, attirent les prédateurs. Certaines se sont liées d'amitié avec des femmes enceintes, pour kidnapper leur bébé. Elles laissent parfois les mères récupérer, toutes seules. Elles peuvent pousser la femme à accoucher, puis prendre le bébé. La stratégie concernant la sécurité de l'hôpital a été suggérée par Chloé. D'un point de vue clinique, cela semble encore plus prémédité et terrible. Ma sœur a traqué une jeune fille de 17 ans. Laura Davis pense avoir trouvé le contact du téléphone jetable. La propriétaire est Megan Brooks. L'hôpital de Riverside avait suspendu cette infirmière en obstétrique, il y a 16 mois. Pour violation des limites professionnelles avec les patientes. La police s'est rendue à son domicile, après que des voisins ont signalé ne pas l'avoir vue. Depuis 3 jours. Sa voiture n'est plus là. Son propriétaire a déclaré qu'elle avait demandé une résiliation anticipée de son bail. Elle s'était demandé si partir tôt lui permettrait de récupérer sa caution. L'inspectrice Laura Davis me tend la photo de la licence d'infirmière de Megan. D'une quarantaine d'années, elle a les cheveux blonds et le regard froid. Bien que nous ne l'ayons jamais rencontrée, Chloé avait enregistré son numéro sur un téléphone jetable. L'inspectrice Laura Davis vérifie le PC de Chloé pour y chercher ses réseaux sociaux. Et trouve une discussion privée, vieille de 6 mois, entre Chloé et Megan Brooks. La perte de grossesse et les accouchements tristes dominent leurs premiers échanges. Elle admet être déprimée, après une fausse couche. Vers le 3e mois, Megan compatit, et rappelle qu'elle aidait les mamans, mais le ton change. Sauvons des bébés, et offrons à de bons enfants de seconde chance, exhorte Megan. Chloé demande de l'aide. Ravie, Megan lui montre comment obtenir des accréditations hospitalières en ligne. Produire de fausses cartes de rendez-vous, et assister aux cours de préparation à l'accouchement. Sans s'y inscrire. La communication devient plus précise. Chloé surveille les caméras, et les horaires des infirmières. Megan prépare et organise les roulements de l'unité de maternité. Les meilleures mères à cibler, disent-elles. Célibataires, jeunes, vulnérables. Je me sens mal à l'aise, alors que l'inspectrice Laura Davis passe en revue. Des mois de planification. Il ne s'agit pas seulement de l'effondrement mental de ma sœur, la coach savait ce qu'elle faisait.
La précédente vidéo de sécurité de l'hôpital de Megan apparaît 20 minutes après l'appel de l'inspectrice Laura Davis. Il y a exactement 16 mois. Megan prend un bébé, dans un berceau de la pouponnière, en tenue d'infirmière. Portant le nourrisson, elle s'en va. Une infirmière l'arrête pour lui demander où elle emmène le bébé. Megan prétend que la mère veut allaiter. L'infirmière contredit cette affirmation, en regardant le dossier. La mère endormie ne demande rien. L'expression de Megan s'altère. Sa raison d'aider est que la mère se drogue, et que le nourrisson a besoin de meilleurs soins. Son bébé lui est retiré, par la sécurité. Elle pleure, en disant qu'elle voulait protéger des enfants innocents, de parents horribles. L'inspectrice Laura Davis affirme que l'hôpital a abandonné les poursuites pour éviter le scandale. La licence d'infirmière de Megan a expiré, sans accusation criminelle. Elle a attendu le bon moment, et la bonne complice. Maman m'appelle sur mon téléphone. Ethan lui a rendu visite, après avoir été libéré sous caution. Bien qu'il porte un bracelet électronique, il veut discuter. Maman a l'air inquiète. J'arrive en voiture, et je vois Ethan sur les marches du porche d'entrée. Il se lève, et parle très vite quand j'apparais. Il ne s'attendait pas à ce que Chloé passe à l'acte. Il pensait qu'elle faisait des rêves éveillés malsains, et qu'elle était en deuil. Il aurait dû parler, mais il était terrifié et confus, et ne pensait pas que sa compagne en serait capable. Restant dans l'allée, je lui dis, à travers la moustiquaire de la porte, que son silence a rendu tout cela possible. Chaque jour où il est resté muet, Chloé s'est enfoncée dans son mensonge. Un jour de plus, où Megan l'a manipulé. Une mère innocente a de nouveau été harcelée. Ce type n'arrête pas de sangloter, et de s'excuser. Son regard me met mal à l'aise. Comment quelqu'un peut savoir une chose aussi horrible, et ne rien faire, me dépasse. Il se repose sur les marches, la tête entre les mains. J'entre, et je verrouille la porte. En me voyant à la table de la cuisine, maman fond en larmes. Elle pensait que les bizarreries de Chloé étaient des sautes d'humeur dues à la grossesse. Maman croyait que les hormones rendaient Chloé émotive. Avoir organisé une véritable baby shower l'a fait se sentir terriblement mal. Les cadeaux, les décorations, l'amusement. Elle craignait que son enthousiasme ait poussé Chloé encore plus loin dans son fantasme, lui faisant croire qu'elle ne pouvait plus s'arrêter, ni accepter la réalité. Je la serre dans mes bras, pendant qu'elle pleure. Très bien, sœur et fille. Chloé envoyait des messages agréables, et des photos de vêtements pour bébé. Une telle personne n'existe pas. Peut-être qu'elle se mentait à elle-même. Nous ne pouvons pas l'atteindre. Maman affirme qu'elle aurait dû s'en douter. Voir les signes qu'elle aurait dû voir. Chloé s'est donné beaucoup de mal, pour tout dissimuler. Même son colocataire Ethan ne s'en est rendu compte que lorsqu'il était trop tard. L'inspectrice Laura Davis m'appelle, chez maman. Chloé a utilisé sa carte de crédit, pour de l'essence dans l'Oregon. La police récupère les images de vidéosurveillance. Elle rappelle 15 minutes plus tard, pour faire le point. La vidéo montre une personne en tenue d'hôpital, et casquette de baseball. Probablement Megan, vu sa taille et sa corpulence. Elle remplissait des cartons, dans la voiture de Megan, immatriculée à la préfecture. Le faux ventre de femme enceinte a disparu sur Chloé. Elle est habillée de manière décontractée, et se déplace rapidement, regardant autour d'elle comme si elle était observée. Elle a chargé le coffre, avant d'entrer dans la station-service. Horodatage, il y a 2 heures. La police de l'État de l'Oregon mène l'enquête, précise l'inspectrice Laura Davis. Les autorités locales surveillent. L'inspectrice Laura Davis diffuse les images de la station-service, montrant Chloé et Megan en train d'étudier une carte sur une table d'angle. Des itinéraires et des notes sont marqués. Megan trace un chemin avec son doigt, pendant que Chloé prend des photos avec son téléphone. Et pointe du doigt. Leur prochain mouvement est délibéré. L'inspectrice Laura Davis explique que les autorités de l'Oregon surveillent cette maison de location.
où Chloé avait l'intention de vivre, sous le nom de Sophia Ward. Depuis qu'il a été informé de l'incident, notre propriétaire, Victor Matthews, a coopéré. Il se comporterait normalement, si Chloé ou Meghan venaient demander les clés. La police arrive, prête à intervenir. Le filet se resserre, mais Chloé ne le sait pas. Elle pense que recommencer à zéro avec un bébé volé lui donne une longueur d'avance sur tout le monde. Je n'arrive pas à dormir, cette nuit-là. Au lit, je vérifie constamment mon téléphone pour voir les mises à jour de l'inspectrice Laura Davis. Chaque notification fait battre mon cœur à tout rompre. Je passe des mois à scruter les anciens SMS de Chloé. Elle m'avait envoyé une grenouillère avec la phrase « hâte d'être maman ». 3 semaines auparavant, elle avait mal au dos et les chevilles enflées. Elle avait envoyé des photos d'échographie, il y a 1 mois. Tout était faux. Acheter une échographie en ligne. Avec la grenouillère, elle simulait. Elle s'entraînait à avoir les symptômes de la grossesse. Connaître ces mensonges complexes entache chaque souvenir. Il est difficile de savoir quelle part de ma sœur était réelle. Elle m'a peut-être aimé, ou persuadé. L'inconnu est pire que de savoir qu'elle a fauté. Au moins, les mauvaises choses sont comprises. Rien ne semble stable sans la vérité. Le lendemain matin, l'enquêtrice Laura Davis se rend chez maman. Lily a donné naissance à une fille en bonne santé, à 4h23. Après un travail précoce pendant la nuit. L'hôpital sécurise les soins. Lily et son enfant sont confinés en sécurité. Les visites officielles sont contrôlées, et des agents en civil surveillent la maternité. La peur concernant Chloé tempère le soulagement de savoir le bébé en sécurité. Prendre l'enfant de Lily était son objectif. Le bébé pourrait rendre Chloé désespérée. Les personnes désespérées agissent de manière risquée. L'inspectrice Laura Davis a dit que Lily n'autorisera pas de visite. Et qu'ils ont bloqué toutes les entrées. Mais je continuais de voir Chloé et Meghan en train d'étudier la carte, de tracer leurs itinéraires. Et de se préparer. L'inspectrice Laura Davis signale une autre découverte. Meghan et Chloé surveillaient les réseaux sociaux de Lily. Lily avait annoncé sa date prévue d'accouchement, il y a 3 semaines. Les fils de commentaires révélaient l'hôpital de sa naissance. Des photos de la pouponnière du foyer étaient affichées. Les publications publiques ont donné à Chloé ses réponses. Bien que les comptes de Lily soient privés, les dégâts sont faits. Chloé connaît l'emplacement de sa cible. Pour l'inspectrice Laura Davis, des policiers en civil patrouillent dans le service de maternité. Ils utilisent des tenues d'hôpital et de visiteurs. Chaque entrée et chaque étage sont surveillés. Les images de sécurité sont évaluées en direct. Amener Meghan ou Chloé entraînera une détention immédiate. L'attente dans l'action est misérable. Je reçois un appel téléphonique d'Ethan en pleurs, dans l'après-midi. Il a trouvé plus de preuves dans sa voiture qu'il ne l'aurait cru. Le coffre contient une machine à créer des badges d'hôpital et des modèles vierges. De multiples modèles avec la photo de Meghan pouvaient être utilisés pour faire de fausses cartes d'identité. Sans savoir pourquoi, il avait senti que Chloé voyait quelqu'un. Il avait cru à son histoire de conseiller en deuil. Il n'a jamais vérifié, ni posé de questions. Il la croyait, parce que c'était plus simple que d'admettre la vérité. Je l'arrête, avant qu'il ne termine ses explications. Il était trop bouleversé pour entendre sa stupidité délibérée être justifiée. Chaque indice suggère que cela aurait pu être arrêté plus tôt, si quelqu'un avait prêté attention. Si Ethan avait posé des questions, si maman avait suivi son intuition. Et si j'avais remarqué plus de signaux, en la visitant plus souvent. Nous avons tous choisi le confort, au lieu de la vérité. Éliminer les désastres évitables est notre objectif. Le lendemain matin, l'inspectrice Laura Davis a appelé, avec une nouvelle surprenante. Elle a trouvé le téléphone de Meghan dans un hôtel, à 16 km de l'hôpital de Lily. Les officiers du matin ont fouillé la chambre, mais Chloé et Meghan étaient peut-être déjà partis. Le départ était pire
que la découverte. La chambre d'hôtel était une salle de guerre pour un enlèvement. Je me suis assise pour examiner les images de l'inspectrice Laura Davis. Les plans d'étage de la maternité, avec les postes des infirmières en couleur. Les caméras de sécurité et les angles morts étaient étalés sur un lit. Un planning mural montrait les roulements des infirmières, minute par minute. Quelqu'un avait encerclé 15 heures. La meilleure fenêtre, près du changement de service, en rouge. Un sac en toile rempli de vêtements de marque pour bébé, reposait sur la commode. Une pile de faux papiers de sortie, et 6 biberons de lait en poudre. Les fausses accréditations de Meghan, et le nom du bébé laissé en blanc. Figuraient sur les documents qu'elles avaient méticuleusement arrangés. Personne ne les imaginait plus, désormais. Le complot pour voler le bébé avait fonctionné. L'inspectrice Laura Davis a déclaré que ce crime était organisé de façon complexe. La plupart des voleurs de nouveau-nés frappent spontanément. L'hôpital avait été examiné pendant des semaines, voire des mois, par Meghan et Chloé. Elles savaient quand attaquer et comment contourner la sécurité. Elles auraient peut-être réussi si Lily n'avait pas signalé le comportement étrange de Chloé. Et si l'hôpital n'avait pas renforcé sa sécurité. Cette idée m'a donné la nausée, pendant des heures. L'inspectrice Laura Davis a découvert une preuve choquante. Le journal intime de calligraphie de Chloé, datant du lycée, complètement fou. Comme l'a suggéré l'inspectrice Laura Davis, je l'ai lu au poste. Commençant par un désir ardent d'être mère et un sentiment de vide. Les notes se sont assombries et tordues. Chloé a écrit que le bébé de Lily lui envoyait des messages cosmiques. Elle trouvait Lily trop jeune et inexpérimentée lors des examens de grossesse. Le terme « mère indigne » se répétait. Chloé croyait qu'elle pouvait aider ce nourrisson à échapper à la pauvreté. Elle affirmait qu'elle serait une meilleure mère, qu'elle méritait cette chance. Et qu'elle était destinée à élever cet enfant. La dernière entrée datait d'il y a 2 jours. Chloé comprenait que ses activités étaient inappropriées selon les normes de la société. Mais que parfois, il fallait briser les règles pour faire le bien. Elle se comparait à des sauveteurs d'animaux. Elle sentait que voler un bébé, c'était comme sauver un animal de compagnie. L'état de ma sœur a été révélé par sa pensée déformée. Cela va au-delà de la malhonnêteté et du mauvais jugement. Chloé a falsifié la réalité pour justifier le mal. L'inspectrice Laura Davis m'a vu le lire et l'a reconnu. Ni surprise ni effrayée, elle paraissait pleine de chagrin. Un appel téléphonique plus tard ce jour-là a transformé la vie de l'inspectrice Laura Davis. Le propriétaire de l'Oregon, Victor Matthews, a affirmé que quelqu'un lui avait demandé d'avancer la remise des clés. Elles avaient besoin des clés aujourd'hui, et non dans 3 jours. Victor a décidé d'accepter la rencontre, après un appel très calme. Il a immédiatement téléphoné à la police, comme l'inspectrice Laura Davis le lui avait demandé. Il les tenait. On a trouvé les faux ventres de grossesse, dans les vêtements de Chloé. Nous avons décidé de mettre fin à tout cela. La police de l'État de l'Oregon et l'inspectrice Laura Davis ont planifié une opération. Dans la propriété en location. Des policiers en patrouille conduisaient des voitures banalisées et portaient des tenues civiles. Victor a agi normalement, avec Chloé et Meghan. Nous avions prévu de les laisser récupérer les clés et d'essayer d'entrer. Pour ensuite les arrêter. L'inspectrice Laura Davis considérait cela comme la preuve la plus solide. Puisque cela indiquait l'intention d'exécuter le plan. Incapable d'attendre les nouvelles à la maison, j'ai dit à l'inspectrice Laura Davis que je devais assister à l'arrestation de Chloé. J'ai ignoré ses avertissements concernant le danger et l'épuisement émotionnel. Après avoir tout appris, j'ai poursuivi ma sœur Chloé à travers 2 états. Je méritais de tourner la page. L'inspectrice Laura Davis m'attendait dans un véhicule banalisé à 2 pâtés de maison de là. Maman voulait venir, mais je l'ai gardée à la maison. Maman devait être disponible si Chloé s'échappait ou appelait. Maman risquait d'avoir du mal à supporter l'emprisonnement de Chloé. Conduire jusqu'en Oregon fut fastidieux.
Pendant 2 heures et demie, l'inspectrice Laura Davis a conduit. Pendant que je vérifiais mon téléphone toutes les 2 minutes, pour voir si Chloé appelait. Bien que sachant qu'elle ne le ferait pas, j'attendais un message, pour arranger les choses. Comme je ne pouvais pas réagir, l'inspectrice Laura Davis a mis fin à notre petite conversation. J'imaginais ce qui se passerait à notre arrivée. Nous y voilà, 2 heures et demie avant 16 heures, l'heure des clés de la maison de location. Le duplex silencieux était parfait pour cacher un bébé volé. L'inspectrice Laura Davis s'est garée à 2 rues de là, et a répété la stratégie, comme promis. Des flics en civil étaient présents. Certains faisaient semblant de lire le journal, dans des voitures garées. D'autres étaient habillés en promeneurs de chiens ou en coureurs. Dans son bureau de gestion immobilière, Victor Matthews était naturel. Si Chloé venait, nous pourrions discuter, avant les arrestations. L'inspectrice Laura Davis espérait que je pourrais doucement convaincre Chloé de se rendre. Malgré mes réserves, j'ai essayé. Une attente douloureuse. L'inspectrice Laura Davis a raconté ses anciennes affaires, pour tuer le temps. Elle a déclaré qu'elle avait vu plusieurs femmes actives simuler des grossesses. Ou enlever des nouveau-nés. Cela faisait généralement suite à un deuil majeur ou à une maladie mentale. Ces femmes pensaient qu'elles faisaient ce qu'il fallait. Et qu'elles méritaient un enfant plus que la mère. Cela expliquait, mais ne justifiait pas, leurs actes. Ce qui importait, c'est que l'inspectrice Laura Davis affirmait que Chloé était malade. Et non diabolique. J'ai essayé de la croire, mais ce journal intime, et la logique tordue de Chloé, n'arrêtez pas de me revenir en mémoire. Le parking de la propriété a vu arriver la voiture de Megan, à 14h47. Des palpitations cardiaques m'ont fait picoter la nuque. Megan a prudemment regardé autour d'elle, avant de sortir. Regardant son téléphone et la rue, elle craignait que quelqu'un ne surgisse. Je l'ai observé entrer dans le bureau de Victor, et converser, à l'aide de jumelles. Victor a joué son rôle, avec joie. Le parking était vide, après avoir cherché la voiture de Chloé. Peut-être que Chloé n'était pas arrivée. Elle aurait pu envoyer Megan chercher les clés, tout en restant cachée. 10 minutes m'ont paru 1 heure. Le parking a accueilli la voiture de Chloé. Loin de la voiture de Megan, elle s'est garée. Elle a commencé à parler comme si elle se parlait à elle-même, ou au téléphone. Au bout de quelques minutes, son faux ventre de femme enceinte avait disparu. Elle paraissait plus faible, sans lui. Elle semblait fatiguée et effrayée. Pas coupable. Son visage m'a donné envie de la serrer dans mes bras, et de lui dire que tout irait bien. Malgré ses actes et ses projets. Depuis sa voiture, Chloé a marché pour se mettre en mouvement. Elle m'a regardé sortir, de la voiture banalisée. Sur le parking, elle s'est figée. En nous fixant l'une l'autre à 15 mètres de distance, sur l'asphalte. J'ai su à quel moment elle a reconnu le piège, et s'est sentie cernée. Son expression est passée de la tension, à la tristesse. Elle a laissé tomber ses épaules, et a ouvert les lèvres pour crier, mais aucun son n'est sorti. Pour paraître calme, j'ai tendu les mains, en m'approchant d'elle. Laura Davis et les autres flics sont restés en retrait, mais je savais qu'ils interviendraient. Si Chloé fuyait. Chloé a pleuré, avant que je n'arrive. Elle s'est excusée de nouveau, déclarant qu'elle n'avait pas l'intention d'aller aussi loin. Sa malhonnêteté était motivée par son désir d'avoir des enfants. Bien que je l'aimais, je l'ai exhortée à chercher une thérapie. Même si elle en voulait un, je ne la laisserai pas en prendre un autre. J'ai parlé avec plus d'assurance que je n'en ressentais. En larmes, Chloé a craché des mots vieux de plusieurs années. Il y a 2 ans, elle m'avait parlé de sa fausse couche cachée. Comment elle avait perdu le bébé à 12 semaines, dans la salle de bain de son appartement. Pendant qu'Ethan travaillait. Elle avait honte, parce que son corps avait échoué dans une de ses tâches. Et n'en avait jamais informé personne. Elle s'était sentie silencieusement vide et brisée. Pendant que ses amis et ses cousins avaient des enfants. Elle avait menti à maman, au sujet d'une pratique linguistique au téléphone. Elle ne pouvait pas reculer, alors que tout le monde était heureux.
Le premier faux ventre avait été acheté, pour se confesser discrètement. Après s'être senti vide, l'attention et la joie avaient été les bienvenus. Au 5e mois, elle avait utilisé des ventres plus gros, et simulé des symptômes. Pour les rendre réels. Elle croyait en ses capacités. Si elle voulait un enfant, elle pouvait l'avoir, sans que personne ne s'en aperçoive. Un mouvement à travers le parking a attiré mon attention. Megan a couru vers sa voiture, quand elle a vu la police. Elle a été poursuivie et plaquée au sol, par 2 officiers de police. Avant de heurter le trottoir près de la portière du conducteur. Elle a crié, et s'est débattue lors de son arrestation, affirmant qu'elle aidait. Et que les jeunes femmes ne méritaient pas des enfants dont elles ne pouvaient s'occuper. L'inspectrice Laura Davis a déverrouillé le coffre de Megan, provoquant un cri. Un grand sac noir sur le capot a été dézippé par l'inspectrice Laura Davis. Des tenues médicales de plusieurs tailles, la photo de Megan. 3 fausses cartes d'identité avec des noms différents. Et un plan détaillé de l'unité de maternité, avec les heures de changement de service en rouge. Elles avaient trouvé les angles morts des caméras de sécurité, et les portes mal verrouillées. L'inspectrice Laura Davis a fourni un protocole d'entrée écrit. Pour pénétrer dans la pouponnière à 19h. Une véritable alerte. Megan nous a regardés avec fureur, après avoir crié. Elle se vantait de protéger les nourrissons, de mamans incompétentes. De savoir mieux faire que ces femmes naïves tombées enceintes par erreur. Et d'accomplir un travail important. Elle nous a hurlé dessus, pour l'avoir arrêtée, sans aucune pitié. Chloé, qui pleurait à mes côtés, a été approchée par l'enquêtrice Laura Davis. Chloé a tendu les mains, avant que l'inspectrice Laura Davis ne saisisse les menottes. Les poignets joints en attente. Chloé pleurait, alors que l'inspectrice Laura Davis la menottait doucement. Ma sœur semble calme. Elle en a fini de s'échapper, de mentir, et de se tromper elle-même. Elle m'a regardé, et m'a demandé de présenter ses excuses à maman, pour avoir gâché la baby shower. Comparativement, ce stress mineur, m'a fait mal à la poitrine. Chloé s'excusait d'avoir raté la fête, alors qu'elle partait en prison, pour avoir kidnappé un bébé. Maman avait organisé l'événement, décoré, et commandé un gâteau. L'inspectrice Laura Davis a emmené Chloé vers un véhicule. Pendant que les flics géraient le discours de Megan sur le taux de natalité, et les mamans ingrates. J'ai vu Chloé hurler, « Je suis désolée » à travers la vitre, lorsqu'ils l'ont mise sur la banquette arrière. Ethan se tenait à côté de sa voiture, sur le point de vomir, un officier l'invitant au poste. Pour un interrogatoire. Victor Matthews était stupéfait. Et a posé des questions à l'inspectrice Laura Davis sur sa propriété locative. En quittant son bureau. J'ai suivi les voitures de police, mais le retour m'a paru une éternité. Chloé était interrogée par la police, pendant que je patientais avec maman. Qui était arrivé en voiture, après que je l'avais appelée. Elle pleurait l'effondrement de sa fille, et se demandait comment elle avait pu rater. Tous ces signes. L'inspectrice Laura Davis a observé que Chloé avouait, collaborait. Et était presque prête à dire la vérité, après l'avoir refoulée pendant si longtemps. Au bout d'une heure, Chloé a signalé la fausse grossesse de Megan, et la découverte. Il y a 6 mois, d'un groupe de soutien juridique en ligne sur la grossesse. Après avoir compati à la perte et à la solitude de Chloé, Megan avait déclaré qu'elle méritait d'être mère, bien plus que des jeunes irresponsables. Megan avait suggéré de prendre un enfant, à une jeune mère célibataire. Pour améliorer l'environnement de l'enfant, et protéger la mère d'une erreur. Megan présentait cela comme un acte héroïque, comme sauver un enfant, a ajouté Chloé. Megan lui avait appris à simuler des visites médicales, à acheter des faux ventres. Et à fabriquer des photos d'échographie, à partir de sites web sur la grossesse. Megan avait des fournitures d'infirmières, avant d'être renvoyée. Elle connaissait la sécurité, et le fonctionnement des maternités. Lily était jeune, seule, et tenait un blog sur sa grossesse, alors Megan l'avait choisie. Comme la cible parfaite. Elle prétend que Chloé l'a suivie, pendant 4 semaines. Megan devait entrer dans la maternité après le changement de service.
attraper le bébé pendant que les infirmières faisaient leur rapport. Et retrouver Chloé à un endroit précis, en utilisant sa fausse carte d'identité. Elles auraient chargé les affaires de bébé dans le véhicule de Chloé, et conduit vers l'Oregon. Cette nuit-là. 2 jours plus tard, un psychiatre du poste a interrogé Chloé, en privé. Maman et moi attendions dehors, pendant l'examen. Tout cela, nous a laissés épuisés, et engourdis. Le médecin a diagnostiqué chez Chloé, une grave condition mentale. Liée à un deuil non résolu de fausse couche, au bout de 3 heures. Bien qu'elle ne soit pas menaçante, elle avait besoin d'une thérapie de santé mentale considérable. Que la prison ne fournirait pas. Au lieu de l'incarcération, le médecin a exhorté Chloé à suivre un traitement et à prendre des médicaments. Dans un établissement psychiatrique sous surveillance. Il pensait que le fantasme de Chloé lui faisait croire qu'elle devait avoir l'enfant de Lily. Pour satisfaire son besoin vital. Cliniquement, Chloé paraissait malade, et non simplement coupable. L'opinion sur Meghan a changé le lendemain, a déclaré l'accusation. Meghan exploitait les femmes faibles, et était antisociale. Ils ont découvert qu'elle s'était liée d'amitié avec au moins 4 femmes d'un groupe de soutien pour la perte de grossesse. L'année dernière, et leur avait suggéré de sauver des bébés, de mères indignes. Meghan avait été renvoyée de son poste d'infirmière 16 mois auparavant. Pour avoir tenté de kidnapper un bébé de la pouponnière de l'hôpital. Affirmant que la mère était une toxicomane, qui ne méritait pas son enfant. Elle s'était préparée, lorsque l'hôpital l'avait laissée partir discrètement, sans charge. Pour éviter la publicité. L'accusation a inculpé Meghan, pour complot d'enlèvement, usurpation d'identité, harcèlement et tentative d'enlèvement d'enfants. Meghan, contrairement à Chloé, était mentalement saine, et reconnaissait ses actes. Elle piégeait des mères endeuillées, pour les pousser à enlever des bébés. Une semaine plus tard, l'inspectrice Laura Davis a rendu visite à Lily, à l'hôpital avec moi. Emily Carter, l'assistante sociale, nous a accueillis à la maternité. J'ai trouvé Lily, en train de câliner sa fille dans une couverture rose, dans une autre pièce. Elle a blêmi de terreur. Lily s'est calmée, une fois qu'Emily Carter a expliqué qui j'étais, et pourquoi nous étions là. Mais elle serrait le bébé contre elle. On lui a présenté des excuses, pour le comportement de ma sœur, et pour la peur et la violation. Qu'elle a dû ressentir en étant observée, et ciblée. Je lui ai dit que Chloé était en prison, et qu'elle ne lui ferait jamais de mal. Ni à elle ni à son enfant. J'ai été stupéfaite, lorsque Lily a baissé les yeux vers sa fille. Et a dit qu'elle se sentait mal pour Chloé, et qu'elle voyait bien qu'elle luttait. Malgré leur discussion dans le parking, lors des cours de préparation à l'accouchement. Lily avait 17 ans, mais elle paraissait plus âgée, compatissante, et protectrice envers son enfant. Cette tragédie lui a rappelé à quel point une nouvelle vie est fragile. Et comment les choses peuvent facilement mal tourner, alors elle a appelé son bébé, Hope, espoir. Son amour intense pour son enfant, m'a rendu heureuse que le stratagème de Chloé ait échoué. Et que le bébé soit allé à sa vraie mère. Dans l'heure qui a suivi, Emily Carter a mis Lily en contact avec des programmes pour jeunes mères. Des logements pour mères adolescentes, des services de garde d'enfants pour terminer l'école. Et un traitement pour le traumatisme lié au harcèlement. Lily a élevé son enfant avec l'aide du foyer, et des services sociaux. Pendant qu'elle étudiait pour obtenir son diplôme d'études secondaires, au collège communautaire. Au palais à la garderie du foyer. Sa discussion assurée sur son avenir, a réfuté la supposition de Chloé. Lily n'était pas une mère horrible. Cette jeune mère qui aimait son enfant, avait besoin de soutien, et non de condamnation, ou de vol. Un procureur nous a rencontrés, ma mère, notre avocat et moi. 4 semaines après l'arrestation de Chloé, pour discuter des charges. Après son examen de santé mentale, et son absence de casier judiciaire. Ils ont proposé à Chloé un accord, aller dans un centre psychiatrique, au lieu de la prison. Mais les conditions étaient strictes. Elle resterait dans l'établissement, pendant au moins 2 ans. Assisterait à toutes les thérapies et traitements, prendrait ses médicaments. Et ferait face à des accusations criminelles, si elle ne s'y conformait pas.
ou commettait d'autres infractions. Sa libération sous surveillance incluait des bilans de santé mentale et de thérapie. L'accusation a fait valoir que Chloé avait besoin de soins, et non de punition. Et qu'un procès serait dur pour Lily, qui venait d'avoir son bébé. Maman et moi, nous nous sommes assises dans le bureau du procureur la semaine suivante. Après d'innombrables nuits de délibération. L'inspectrice Laura Davis a abordé la question des procès. Pour calmer ses peurs, elle explique que Lily devrait témoigner sur le fait d'avoir été surveillée. Et ciblée. Les dossiers de santé mentale de Chloé indiquaient une pensée délirante. Un jury l'aurait donc probablement internée en psychiatrie. L'évaluation de Chloé favorisait la réhabilitation plutôt que la punition, selon l'accusation. Répondant à la question de maman sur la peine de prison, l'accusation a déclaré que Chloé suivrait une thérapie spécialisée. Après tout cela, en voyant Lily bercer le bébé Hope, je ne pouvais pas la laisser affronter Chloé de nouveau au tribunal. Cet après-midi-là, nous avons signé notre accord de plaidoyer. Nous avons pleuré, sur le parking. J'ai entendu parler des allégations d'Ethan, 2 jours plus tard. Son avocat a déclaré que Chloé l'avait influencé, et qu'il n'avait pas compris. Cependant, le procureur a trouvé des échanges de SMS suggérant qu'Ethan était au courant de la fausse grossesse. Depuis des mois, savait que Chloé préparait des fournitures d'hôpital. Et qu'il était resté silencieux. Malgré le danger, il a récupéré les preuves de la station-service. A essayé de nous éloigner des vidéos de surveillance de l'hôpital, et n'a jamais appelé la police. Le procureur a suggéré 3 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général. Et une thérapie bimensuelle. L'avocat d'Ethan l'a encouragé à accepter un procès, car des accusations d'entrave et de complicité auraient pu se traduire par une peine de prison. Maman a déclaré qu'il avait pleuré après avoir signé l'accord. Je me suis sentie triste pour lui, mais j'étais furieuse. Parce que son silence avait permis à Chloé de tout faire. Chloé a été hospitalisée à 3 heures de route. Dans un établissement psychiatrique aux allures de campus. Maman et moi avons rendu visite à Chloé, après son sauvetage. Nous nous sommes enregistrés à la réception principale, après la sécurité. Un espace commun, avec des canapés confortables et des plantes près des fenêtres, était notre destination. Chloé portait des vêtements normaux, les cheveux tirés en arrière, et sans maquillage. Je l'ai trouvée plus petite, et plus étrange, que ma sœur. Elle a sangloté, et s'est excusée face à nous. Maman lui tenant la main, a déconcerté Chloé. Elle a déclaré que les médicaments l'aidaient à comprendre son mauvais comportement. Elle voulait des explications pour ses opinions terribles. Elle avait effrayé Lily, blessé d'autres personnes, et mis un bébé en danger. Bien que Chloé ait pleuré pendant presque toute l'heure de visite, j'ai revu ma vraie sœur. Au-delà des mensonges et de la préparation. Un médecin a demandé un entretien privé, avant notre départ. Une femme âgée, aux cheveux gris et au sourire bienveillant, a expliqué le diagnostic de Chloé. Chloé s'était trompée elle-même, pour faire face à la perte d'un bébé, il y a 2 ans. Une fausse couche cachée par Chloé. Elle avait eu des problèmes, pour concevoir par la suite. Les médecins lui avaient fait part de problèmes de santé, qui pourraient compliquer une grossesse. Au lieu de faire son deuil, le cerveau de Chloé avait simulé une grossesse. Pour attirer l'attention. Le médecin affirme qu'elle surmontera sa mélancolie, distinguera la réalité de la fiction. Et gérera ses sentiments difficiles. Elle a dit que Chloé pourrait rester 2 ans, voire plus, selon ses progrès. 4 semaines après le transfert de Chloé, j'ai commencé une thérapie. J'ai pleuré, et raconté que ma sœur avait menti pendant des mois. Et planifié quelque chose d'horrible, lors de notre première séance. Après avoir écouté, ma thérapeute m'a étonné. Elle m'a dit que je pouvais à la fois aimer et détester Chloé. Que de tels sentiments étaient tout à fait valables. Je pouvais regretter ma fausse sœur, tout en aidant ma vraie sœur. Cela prouvait que mes sentiments étaient complexes. Nous avons discuté de la confiance, des limites, et du fait d'aider sans encourager. Les semaines suivantes. Malgré son trouble mental, Chloé avait fait des choix.
Après le traitement, je dormais mieux, et j'ai arrêté de m'inquiéter. Des nouvelles par téléphone de Chloé et de Lily. Maman a lutté plus que moi, dans tout cela. Elle pensait que le comportement étrange de Chloé tout au long de la grossesse aurait dû éveiller plus de soupçons. Son colocataire Ethan n'a pas compris quand je lui ai dit que Chloé avait acheté de fausses photos d'échographie et porté de faux ventres de femmes enceintes. Dans l'institution de Chloé, nous avons commencé une thérapie familiale mensuelle. Notre thérapeute nous a aidés à fixer des limites. Comment veiller sur Chloé, sans pour autant accepter ses décisions? Maman a concédé qu'elle n'aurait pas pu arrêter l'effondrement de Chloé. Certains dissimulent si efficacement leur angoisse, que personne ne le remarque. 3e mois de la thérapie de Chloé. Rapport sur ses progrès dans l'établissement. Chloé terminait son traitement, prenait ses pilules, et comprenait sa conduite. Elle a envoyé à Lily des excuses pour l'avoir harcelée, contrariée et menacée de kidnapper son bébé. La lettre exprimait sa responsabilité, et reconnaissait la peur et le sentiment de violation ressenti par Lily. Quand j'ai appelé Emily Carter pour lui demander si nous devions l'envoyer, elle a déclaré que Lily n'était pas prête à affronter Chloé. Lily était concentrée sur son enfant et son avenir, donc la lettre de Chloé risquait de ralentir son rétablissement. Chloé a accepté, quand nous l'en avons informée. Elle a dit avoir appris que la guérison n'était pas le pardon. Cette acceptation ressemblait à un progrès, comme si elle vivait enfin dans la réalité, au lieu de son monde imaginaire. Le procès de Meghan a alors commencé. L'avocat de Chloé a déclaré qu'elle ne témoignerait pas, en raison des preuves numériques et physiques. L'accusation a examiné les plans de l'hôpital, les fausses pièces d'identité et les SMS concernant l'enlèvement entre Chloé et Meghan. Meghan a visité des zones restreintes de l'hôpital pendant sa suspension, selon les images de sécurité. Les médias en ligne ont couvert l'étude de 2 semaines. Son avocat a affirmé que Meghan était mentalement malade. Ses médecins ont diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale. Et elle comprenait parfaitement ses actes. Elle a témoigné sans émotion qu'elle sauvait des nouveau-nés de mères terribles. Le jury l'a déclarée coupable de 7 crimes, dont harcèlement, usurpation d'identité et complot d'enlèvement. Le tribunal a souligné son comportement de prédatrice lors de sa condamnation à 7 ans de prison. Le juge a déclaré qu'elle exploitait les femmes faibles. Après avoir lu sa sentence, j'étais heureuse que Meghan ne puisse plus blesser personne. 4 mois après que tout se soit passé, Ethan m'a écrit. Il a décrit comment l'aide apportée à un groupe de familles en crise de santé mentale lui a montré ses propres lacunes. Il admet son déni et sa lâcheté. Bien que Chloé souffrait, il l'a ignoré et a espéré que tout s'arrange. Son silence a aggravé ses hallucinations, jusqu'à ce qu'elle veuille prendre un bébé. Ce qui le fait se sentir affreusement mal. Il n'a demandé ni pardon, ni justification. Essayant d'éviter de reproduire ses erreurs, il m'en a informé. J'ai respecté son honnêteté, mais je ne lui ai pas pardonné. Peut-être un jour, mais la colère était encore trop à vif. L'équipe de soins a fait le point sur Chloé, au bout de 6 mois. Le traitement a aidé Chloé à surmonter la douleur de sa fausse couche et de son infertilité. Elle pouvait désormais distinguer l'illusion de la réalité. Reconnaître sa maladie pendant la fausse grossesse. La meilleure nouvelle fut que Chloé a créé un groupe de soutien pour la perte de grossesse dans l'institution. Sa souffrance a aidé d'autres personnes à éviter une tristesse dangereuse. L'équipe thérapeutique était ravie que Chloé utilise ses émotions pour aider les autres, plutôt que de mentir. Son amélioration pourrait lui valoir des permissions de sortie surveillée après 5 mois. Cette nouvelle a fait pleurer maman de joie. Et je me suis sentie pleine d'espoir pour la première fois depuis des mois. Que Chloé pourrait s'en sortir. D'accord. Quelques semaines après cette visite, un numéro inconnu m'a envoyé un SMS. L'ouvrir a révélé un bébé potelé aux yeux brillants, avec le plus grand sourire. Assis sur des genoux. En dessous, Lily décrivait Hope, à 6 mois.
Le nourrisson n'était plus le nouveau-né vulnérable que j'avais vu à l'hôpital ce jour-là. Le bébé paraissait en bonne santé, joyeux et aimé. Lily va entrer au collège communautaire à l'automne. Après avoir obtenu son diplôme le mois dernier. Lily suivait des cours, pendant qu'on s'occupait de Hope, à la garderie du foyer. Elle a suivi des cours d'enseignement général, et a envisagé l'enseignement, ou le travail social. Je me suis sentie plus légère après avoir lu son message, sachant que Lily se construisait une vie. Pour elle-même et sa fille, malgré les problèmes causés par Chloé. Elle a démontré que la jeune parentalité n'était pas un échec, ou un abandon. Après avoir donné la photo à maman, nous avons toutes les deux pleuré des larmes de joie. Soulagés que cette partie se termine bien. Un mois plus tard, le procureur a parlé de Chloé. Elle a parlé au personnel thérapeutique de Chloé. Et a vérifié ses rapports de progrès dans l'établissement. Après sa croissance constante et sa thérapie complète. L'accusation a réduit la peine de Chloé d'une durée indéterminée, à 2 ans. Avec un traitement ambulatoire supervisé. Inscrite au service de santé mentale du comté. Chloé a suivi un traitement 2 fois par semaine pendant la première année. Puis 1 fois par semaine, et a pris ses médicaments scrupuleusement. Elle peut travailler, et vivre seule avec supervision, après avoir quitté l'établissement. L'accusation a déclaré que ce changement était inhabituel, mais que Chloé comprenait sa maladie. Et s'était engagée dans sa réhabilitation. Nous avons eu notre premier espoir, après cette catastrophe. Le premier indice, que Chloé pourrait avoir un avenir, au-delà de ce qu'elle a failli faire. Maman et moi lui avons rendu visite, pour l'anniversaire de Chloé début octobre. Nous avons apporté un petit gâteau au chocolat de l'ancienne boulangerie de Chloé. Et des cartes soigneusement sélectionnées. La salle à manger lumineuse et propre, avec des chaises confortables et d'immenses fenêtres. Ne ressemblait en rien aux pièces froides et institutionnelles auxquelles je m'attendais. Chloé avait l'air en meilleure forme depuis des années, peut-être même avant la fausse grossesse. Elle avait un teint coloré et le regard concentré, contrairement au mois précédent. Prendre du poids l'avait aidé à se sentir moins creuse et effrayée. Alors que nous chantions joyeux anniversaire et coupions le gâteau. Chloé a décrit le groupe de soutien au deuil de son établissement. Après sa libération. Elle prévoyait d'utiliser son deuil pour aider les autres à éviter la catastrophe. Via des groupes communautaires de soutien au deuil. Elle voulait identifier les individus tôt, et les aider à faire leur deuil. Sans blesser personne comme elle l'avait fait. Chloé a posé des questions inquiètes, sur Lily et Hope, pendant notre visite. Mon téléphone a montré la photo de Lily. Loin d'être dupe, Chloé l'a regardée, avant de pleurer. Ses larmes étaient douces. Elle a affirmé qu'elle était heureuse que l'enfant soit avec sa mère biologique. Car ses propres idéaux étaient destructeurs. Elle a détaillé son programme de pardon envers elle-même, et a reconnu que certains pourraient ne jamais lui pardonner. Elle savait que Lily ne lui devait aucun pardon, aucune compréhension, ni reconnaissance. Chloé a déclaré que son thérapeute lui avait appris qu'un regret sincère consiste à accepter les conséquences, sans rien attendre en retour. Et qu'elle essayait de porter ce poids. 1 semaine après l'anniversaire de Chloé. L'inspectrice Laura Davis m'a annoncé que l'affaire était classée. Des rapports et une documentation complets avaient éliminé toutes les zones d'ombre. Elle a nié avoir appelé au sujet de papier. Elle a demandé des nouvelles de Chloé, de maman, et de moi. Cette affaire lui a rappelé pourquoi elle était devenue inspectrice. Non seulement pour appréhender les criminels, mais pour aider les familles à surmonter les défis. Et à éviter les calamités. Elle était ravie que Chloé soit soignée, et non punie. Le système fonctionnait, parfois. Trop souvent, la maladie mentale était criminalisée. Et les personnes qui cherchaient de l'aide étaient emprisonnées. Avant de raccrocher, elle a dit de l'appeler, si notre famille avait besoin de quoi que ce soit. Il était clair qu'elle le pensait vraiment. 1 an après son internement, l'équipe de soins de Chloé a plaidé pour des permissions de sortie surveillée. Elle peut quitter l'institution pendant 8 heures, avec un membre de la famille autorisé. Et doit respecter les restrictions. Maman et moi avons commencé à inviter Chloé à la maison pour les dîners du dimanche.
afin de lui montrer une vie de famille, tout en maintenant l'ordre. Le premier dîner fut tendu, en essayant de faire la conversation, à la table de maman. Nous avons parlé de la météo et de la télé, tout en évitant le sujet qui fâche. Personne pour dire la vérité. Notre routine est revenue, dans les semaines qui ont suivi. Après la réapparition de vieilles illusions, Chloé s'est montrée plus ouverte. Au sujet de la thérapie. Elle n'a pas menti, ni fait semblant d'aller bien. Maman et moi posions des questions simples, et Chloé répondait honnêtement. Même quand c'était difficile. Notre relation est plus authentique maintenant, améliorée, d'une certaine manière. Emily Carter m'a donné des nouvelles de Lily, au printemps. Après avoir obtenu son diplôme d'associée au collège communautaire. Elle a obtenu une bourse d'études complète pour ses frais de scolarité et ses livres. À l'école d'infirmière de l'Université d'État. Lily a supplié Emily Carter de m'informer qu'elle n'oublierait jamais ce qui s'était passé. Mais qu'elle construirait son avenir, au lieu de vivre dans la peur. Intelligente et curieuse, Hope avait franchi toutes les étapes de son développement. Elle montrait à son enfant chaque jour que Lily était la mère parfaite. On peut aimer un enfant, peu importe l'âge ou les conditions. Emily Carter a déclaré que Lily conseillait parfois de travailler dans la santé maternelle. Pour aider les jeunes mamans à trouver des services. Elle donnait un sens à un événement épouvantable. Après que tout se soit effondré, notre famille a redécouvert une normalité plus honnête. Mais difficile, 2 ans plus tard. Après sa réhabilitation en établissement, Chloé a emménagé dans un appartement sous surveillance. Avec 2 autres femmes guéries. Tout le monde avait des visites quotidiennes de gestionnaires de cas, et un traitement de groupe. 2 fois par semaine. Elle s'est aidée à récupérer, en répondant aux appels et en remplissant des dossiers d'admission. Dans une clinique de thérapie pour le deuil, à temps partiel. Maman et moi avons reconstruit notre lien avec Chloé sur la vérité plutôt que sur le confort. En fixant des limites claires sur ce que nous pouvions et ne pouvions pas supporter. Tout en la soutenant. J'ai appris que pour aimer quelqu'un, il faut embrasser sa réalité, et non son idéal. Et que parfois, la chose la plus difficile, est la bonne. Ce qu'elle a failli faire, tourmente Chloé tous les jours. Mais elle a transformé la tragédie en sang, en aidant les autres à échapper à des illusions perdues. Après les mensonges d'Ethan, notre famille est plus restreinte, et certains parents éloignés ne peuvent pas l'accepter. Notre force est l'honnêteté, pas les faux semblants. Les faux ventres de femmes enceintes de Chloé. Et le fait de croire que ma sœur pouvait faire quelque chose d'aussi méchant, me dérange encore. J'apprécie de regarder Chloé sourire sincèrement, lors du déjeuner dominical. Et je sais qu'elle accepte la réalité. Le désordre de la réhabilitation a remplacé les décorations de la baby shower de maman. Cela semble bien plus sérieux que de fausses célébrations de grossesse. Fin de l'histoire. Mon discours était spontané et amical.